Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va vous présenter le cours intitulé THCOM du deuxième semestre. C'est le cours de théorie des communications. Il fait partie donc du master académique communication moderne. On a vu en introduction les différents types de liaisons, les chaînes de traitement, les critères d'évaluation d'une transmission numérique et ainsi que les critères ou bien les contraintes imposées au système au spectre de signaux de transmission. Par la suite, sur le deuxième chapitre, on a vu la transmission en bande de base et on a pu formuler donc des probabilités d'erreur du signal transmis ou bien du signal qui a été reçu sous forme de probabilité. Et puis maintenant, on va attaquer la représentation géométrique des signaux et du bruit. Cette représentation géométrique des signaux et du bruit est très importante pour expliquer les phénomènes de modulation et démodulation. L'idée, c'est que nous avons toujours exprimé les signaux par des représentations analytiques temporelles et fréquentielles. Aujourd'hui, on va introduire un nouveau espace de représentation des signaux. Il va nous montrer le signal dans un format beaucoup plus intuitif et on va représenter le signal comme des points dans l'espace, dans un système d'axes autonormés, donc orthogonaux et normés. Par exemple, l'espace à deux dimensions qui utilise les axes X et Y. On va faire un petit rappel du concept donc, des vecteurs. On va voir donc ce concept des vecteurs. Généralement, un vecteur est un vecteur dans un espace à n dimensions est représenté à l'aide de n vecteurs unitaires ou bien vecteur de base que vous connaissez sous forme de IJK. Le signal est représenté par cette relation, donc c'est la somme des projections du signal S sur les différents vecteurs unitaires EI. Un vecteur unitaire, c'est un vecteur qui a une longueur unité et le SI ici représente la projection du vecteur S sur le vecteur unitaire EI. Une illustration de cette représentation géométrique, je prends trois vecteurs avec les coordonnées ci-dessous. Donc je prends un axe, donc un système de deux axes X et Y, avec des vecteurs unitaires E1 et E2. On va représenter le S1. Le S1, c'est une fois E1 et trois fois E2. Donc il est représenté sous cette forme-là. Le S2, c'est 4 fois E1 et bien sûr une fois E2. Pour le S3, c'est 2 fois E1 et moins 2 fois E2. Donc on va avoir cette représentation. Donc ceci, c'est pour les vecteurs. On va faire une petite analyse vectorielle. Donc on va voir ce que c'est que le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est la projection de B sur A. Et il est donné par, donc A produit scalaire B, c'est le module de A multiplié par le module de B multiplié par le cosinus de l'angle que fait B avec A. C'est aussi égal au module de A, et cette partie-là, c'est la projection de B sur A. Ou bien c'est la somme des AI, BI, en sachant que les AI sont des coordonnées du vecteur A et les BI, c'est les coordonnées du vecteur B. Application, si on regarde le travail d'une force, donc le travail il est exprimé par F qui est la force, que multiplie L, c'est la distance traversée, que multiplie cosinus θ, c'est l'angle fait entre la force F et le DL. Donc le dW, si on dérive, ça va être le F produit scalaire DL. Donc c'est le produit scalaire de deux vecteurs. Et c'est aussi, donc, si je calcule le travail total, c'est le produit FDL, donc avec une intégrale du point de départ au point de réception. Les vecteurs orthogonaux, donc ils sont définis de cette façon-là. Donc on dit que deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul. Donc A point B égale à 0. Ce produit scalaire donc, se définit comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, s'il est égal à 0, c'est parce que le cosinus, il est égal au cosinus de plus ou moins pi sur 2, donc il est toujours nul. La norme d'un vecteur, c'est la longueur du vecteur. Elle est notée par un double slash donc de A.
et elle est définie par le produit scalaire au carré. Donc la norme, c'est le produit scalaire au carré, donc c'est la somme des différentes composantes du vecteur A au carré avec une racine. La norme, on sait qu'elle représente la longueur d'un vecteur et on a des propriétés. Donc la norme de la somme de deux vecteurs, elle est inférieure à la somme des normes de chacun des vecteurs A et B. Ici aussi, le produit scalaire A et B, il est inférieur au module du produit scalaire A et B, il est inférieur à la norme de A multipliée par la norme de B. Les vecteurs orthonormés, donc orthonormés, ils représentent les deux propriétés, l'orthogonalité et la normalité. Donc si deux vecteurs sont orthonormés, ils forment une base, donc on dit qu'ils forment une base, on dit alors qu'ils sont des vecteurs de base. On va voir pour les vecteurs disons, la procédure d'orthogonalisation de Gram-Schmidt. Elle permet de construire un ensemble de vecteurs orthonormés, bien de vecteurs de base, à partir d'un ensemble de vecteurs à n dimensions. La procédure est donnée par la planche en jaune. Donc si j'ai plusieurs signaux, un ensemble de signaux, ou bien un ensemble de vecteurs, donc je vais prendre le premier vecteur qui est V1 et je vais chercher donc sa normalisation, donc on le divise par la norme et on obtient la première fonction de base. Sinon, donc pour i est égal à 2, 3, 4 jusqu'à 1, donc je vais utiliser cette formule-là. Donc c'est psi' i est égal à vi moins la somme sur L jusqu'à I moins 1 de VI psi L psi L. Et puis une fois qu'on a trouvé le psi' I, je vais le normaliser pour obtenir les différents vecteurs de base. La procédure, je suppose que j'ai un ensemble de vecteurs à n dimensions, les VI. Je vais commencer à sélectionner le premier vecteur V1 et je vais le normaliser pour avoir le premier vecteur orthonormé, c'est-à-dire le premier vecteur donc, de base, qui s'appelle psi1. Donc il suffit que je prenne V1 sur la norme de V1 et j'obtiens donc la première fonction de base. Donc pour le deuxième vecteur, je fais la même chose, donc je vais normaliser le deuxième vecteur orthonormé psi'2 comme suit. Donc il y a deux étapes. La première étape, donc je calcule psi'2. Donc avec la formule que j'ai donnée tout à l'heure, c'est V2 moins V2 produit scalaire psi1 que multiplie psi1. Et puis une fois que j'ai obtenu psi'2, donc je le divise par sa norme pour obtenir la deuxième fonction de base. Donc ici, ce produit-là, il annule l'effet du vecteur orthonormé, donc c'est la procédure d'orthogonalisation. Et ici, c'est la normalisation. Donc je vais obtenir la norme du vecteur C2, qui est donc le deuxième vecteur de base. Puis, je continue la procédure avec le troisième vecteur et je vais faire la même procédure que celle de l'étape 2 en précisant que psi'3 c'est égal à V3 moins V3 produit scalaire psi1 que multiplie psi1, puis V3 produit scalaire psi2 que multiplie psi2. Une fois que j'ai trouvé donc ce psi'3, je vais le normaliser pour obtenir le troisième vecteur de base. Et je vais continuer jusqu'au énième vecteur. Donc là, pour le énième vecteur, vous voyez que je vais commencer à avoir Vm partout, ici psi1, puis psi2, puis jusqu'à donc psi'-1. Et une fois que j'ai obtenu le psi'-m, je vais le normaliser pour obtenir le dernier vecteur de base. Supposons un ensemble de signaux qui comprend S signaux. Donc vous voyez que maintenant, on va voir une représentation géométrique du signal. Cette fois-ci, on va appliquer la procédure. Donc le signal, il s'exprime sous cette forme-là. Donc je vais avoir SI de t. C'est les projections orthogonales du signal SI de t sur les psi-j de t qui sont donc, maintenant on va les appeler les fonctions de base. Bien sûr avec i variant de 1 à m et t compris entre l'intervalle 0 et t. Donc l'idée principale de la représentation géométrique d'un signal est de décrire un signal par une combinaison linéaire de n fonctions de base. Donc c'est la combinaison linéaire de n fonctions de base, les fonctions de base étant les psi-j. Si je prends le produit scalaire des psi-j, psi-i, psi-j,
Donc, c'est normalement des fonctions orthonormales. Donc, soit ils sont orthogonaux, soit ils sont normés. Donc, lorsque I est égal à J, ils sont normés, donc ça donne un 1. Lorsque I est différent de J, donc les vecteurs sont différents et donc ils doivent être orthogonaux, donc ils donnent 0. Le coefficient S ici de cette décomposition, donc ici le coefficient S et J de cette représente le signal. Ils sont donnés par, qu'est-ce que je fais? C'est la projection ici, c'est le produit scalaire, donc de SI sur, donc c'est la projection de SI sur le psi J. Et à chaque fois, ça me donne une valeur. Bien sûr, c'est l'intégrale de SI de t psi J de t, avec I variant de 1 à m et J variant de 1 à n. Ces nombres, c'est un nombre S, J, sont des valeurs de projection de chaque signal sur les fonctions de base correspondantes qui sont les psi. Donc, on va travailler avec les signaux comme si on travaillait avec les vecteurs, soit en termes de représentation, soit en termes de calcul mathématique. Concept de signal, le produit scalaire, si je prends deux signaux, donc c'est exactement comme pour les vecteurs. Si je prends deux signaux x1 et x de t sur un intervalle AB, donc je vais définir de la même manière, donc ici c'est le produit scalaire entre les deux, c'est l'intégrale de A à B de x1, x2 conjugué. Les signaux orthogonaux, la même chose. Si deux signaux x1 et x2 de t sont orthogonaux, alors le produit scalaire est nul. La norme du signal, donc si je prends un signal, sa norme elle est notée par x de t avec les double slash. La définition, donc c'est x de t, c'est le produit scalaire à la puissance 1,5. C'est l'intégrale de x de t, x conjugué de t dt, et c'est égal à la racine de l'intégrale de x de 2 de t. Les signaux orthonormés. Des signaux sont orthonormés ou bien orthogonaux et normés s'ils vérifient cette condition. Donc le produit scalaire entre x1 et x2, c'est le symbole de Kronecker, delta ij. Donc il est égal à 1 si i est égal à j, ça veut dire si c'est x de t, et c'est égal à 0 si i est différent à j, ça veut dire que les signaux sont orthogonaux et donc leur produit scalaire est nul. L'énergie des signaux est égale au carré de la norme, donc je prends le carré de la norme, donc ça c'est la norme au carré, et ici je vais avoir aussi la norme au carré, et c'est égal à l'intégrale de x de t au carré dt, t étant la durée. Donc je vais faire ici une comparaison entre le signaux et les vecteurs. On va voir qu'il y a une grande analogie entre les deux. Donc le produit scalaire s'écrit sous cette forme-là. Ici aussi, c'est le produit scalaire x de t, y de t. L'orthogonalité, c'est x de t, disons, produit scalaire de x de t par y de t. Et donc, ça va me donner le produit scalaire qui est égal à 0. Ici, le produit scalaire aussi est égal à 0 pour les vecteurs. Les fonctions de base, donc on les choisit quand étant les psi, alors que pour le vecteur, on les prend E1, E2 ou bien IJK. L'orthonormalité, ici, c'est le produit scalaire qui est égal à delta IJ, qu'on connaît bien. La même chose ici, pour les vecteurs, le produit scalaire est égal à delta IJ dans le cas où on prend l'orthonormalité. La décomposition du signal, donc le signal s'écrit x de t en fonction des projections de x de t sur psi i qui sont les xi. La même chose pour le vecteur, c'est la même, sauf que les fonctions de base diffèrent. La distance, donc la distance, c'est toujours, distance c'est y de t moins x de t, et donc c'est la norme de d, c'est la longueur, et donc c'est le produit scalaire à la puissance 1,5 de d de t. La même chose pour les vecteurs. L'énergie, c'est la norme au carré, c'est x de t, et la même chose pour les vecteurs. On va maintenant voir la procédure d'autogonalisation de Gram-Schmidt, donc elle est identique. On va utiliser cette analogie qu'il y a entre la représentation des vecteurs et celle des signaux, et les représentations mathématiques des vecteurs et celles des signaux. L'orthogonalité est développée pour les vecteurs, donc tout ce qu'on a vu comme procédure de Gram-Schmidt pour les vecteurs,
il sera appliqué pour les signaux en changeant les produits scalaires en tenant compte des signaux réels, parce que généralement, pour les signaux, on travaille en nombre complexe. La procédure générale, elle est donnée par la planche ici, de la procédure d'orthogonalisation. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Attention ici, les V, I ne sont pas des vecteurs, c'est tout simplement des signaux. Ici, on change la norme, donc on va normaliser sur cette forme-là avec cette formule qu'on a vue. Et deuxième procédure, ici, c'est au lieu de changer la norme, ici c'est l'orthogonalisation. Normalement, c'est produit, il y a quelques-uns qui sont nuls. Et puis le deuxième point, on normalise sur cette forme-là. Le but de cette orthogonalisation de Schmidt, c'est de construire un ensemble de signaux orthonormés, c'est ce qu'on appelle les signaux de base, psi1 jusqu'à psi-m, à partir d'un ensemble de n signaux. La procédure, j'ai un ensemble de m signaux réels, Si de t, bon, I varie de 1 à m. Je vais commencer par prendre le premier signal S de t et je le normalise. J'obtiens la première fonction de base, psi1, donc c'est S de t par sa norme, et donc toujours S de t par sa norme et S de t par sa norme. Donc ici, on a les trois façons de décrire la norme. Comme tout à l'heure pour les vecteurs, on va sélectionner le deuxième signal et on fait la même procédure qu'on a vue pour les vecteurs. Donc on normalise pour avoir le deuxième vecteur orthonormé psi2. Donc je vais avoir le psi2 qui est égal à S2 moins le produit scalaire de S2 psi1 qui multiplie psi1. Et donc c'est égal, donc d'une autre écriture, c'est S2, l'intégrale de S2 psi1, psi1. Et puis une fois que j'ai trouvé psi' de 2, psi' 2 de t, je vais donc le normaliser pour obtenir donc la norme du deuxième vecteur et qui est la deuxième fonction de base. Ici toujours la procédure d'orthogonalisation qui permet d'annuler l'effet de psi1 et ici c'est la normalisation donc du vecteur psi' 2. Je continue, je prends le troisième signal S3, je le normalise pour avoir donc psi' de 3. Donc la même procédure que celle de l'étape 2, et je vais avoir psi3, et là je vais avoir l'effet de psi1 et l'effet de psi2 qui sont donc annulés. Et une fois que j'obtiens le psi' de 3, je vais donc le normaliser par cette procédure. Donc je vais continuer jusqu'au nème vecteur, là aussi le psi' de n, c'est égal, donc là vous voyez, on annule l'effet de psi1, ici celui de psi2, ici c'est l'effet de psi-n-1. Et puis on normalise comme d'habitude. La procédure générale, donc, elle est donnée sous cette forme-là. Donc si je l'écris en forme de signaux, donc toutes les étapes que je viens de décrire, elles sont résumées ici directement par ce tableau. Exemple, donc je vais prendre quatre signaux, S1, S2, S3 et S4. Donc chacun de ces signaux a ses coordonnées. Donc ici, de 2 à 3, il n'est pas présenté parce qu'il y a un 0. Ici aussi, il y a un 0. Donc la même chose, je vais avoir 1, 1, 0, 1, moins 1, 0. Ici, 1, 1, donc 1, 1, moins 1. Donc ça correspond à ceci. Et le dernier, donc on a de 0 à 3, on a des moins 1. Premier cas, je cherche la normalisation donc de S1. Et donc, je vais avoir S1 sur sa norme, et ça me donne la première fonction de base. Ici, toujours la deuxième formule de la norme de S1, et généralement, c'est l'amplitude au carré multiplié par la durée, le tout sous la racine. Donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? L'amplitude, elle est égale à 1. La durée, donc l'amplitude, elle est égale à 1. Donc, 1 au carré, multiplié par la durée qui est égale à 2, à la racine, donc ça me fait 2 multiplié par 1, ça me donne le racine de 2. Donc le racine de 2, si je prends le S1, donc je vais avoir 1 sur racine de 2, deuxième vecteur 1 sur racine de 2, troisième vecteur 0. Je vais faire la même procédure pour psi' de 2, donc c'est S2 moins le produit scalaire de S2 par psi1, que multiplie psi1.
Je remplace S2, c'est 1, 1, 1 moins 1, 0. Et puis, ici, le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, je vais avoir le produit scalaire de ces deux vecteurs qui sont donc 1 moins 1, 0, donc pour le S2. Et pour le psi 1, on a vu ici, c'est moins 1 sur racine de 2, plutôt 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 0. Donc ça, c'est les trois coordonnées. Donc si je fais un calcul, je vais avoir 1 que multiplie 1 racine de 2 plus moins 1 sur racine de 2. Et ça me donne donc ce terme-là. Donc j'ai le signe moins ici, je le garde. Donc 1 moins 1, 0, moins 1 sur racine de 2 plus 1 moins 1 sur racine de 2. Donc la somme de ces deux, ça me donne 0. Et donc l'effet ici, il sera nul. Donc il me restera seulement 1 moins 1, 0 que je retrouve ici. Donc ça, c'est le psi prime 2. Et ce qui représente, donc ici, c'est un produit scalaire. Si je fais maintenant la normalisation, donc de psi prime 2, ça va me donner la deuxième fonction de base. Et donc, la norme, c'est quoi? C'est la somme des amplitudes au carré. Donc, 1 au carré plus 1 au carré, ça me donne 2. D'accord? Donc, c'est racine de 2. Le psi prime de 2, c'est 1. 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2 et 0. Donc, comme troisième terme. Donc, je viens de définir la deuxième fonction de base. Et je la représente sous cette forme-là. Donc, j'ai 1 plus, puis 1 moins, plus 1 0. Je continue donc pour la troisième étape, le psi prime 3. Donc, je remplace S3 par sa valeur, S3 ici par sa valeur. Le S1, ça c'est les coordonnées de psi 1. Ici aussi, c'est les coordonnées psi 2, de psi 1. S3, il est donné ici. Psi 2, il est donné par donc, ces coordonnées. Et le psi 2 est donné par ces coordonnées. Donc, si je fais un calcul de la première, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ce terme-là, il est là. Le produit ici, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 plus moins multiplié par 0. Donc, ça va me donner 2 sur racine de 2 psi 1. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, ce terme-là, je le reprends en tant que psi 1. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ce produit-là. Donc, ça va me faire 1 que multiplie 1 sur racine de 2 plus moins 1 sur racine de 2 que multiplie donc 1. Et donc, la somme des deux, elle est égale à 0. Et ici, le psi 2, je le prends ici. Donc, ce terme-là, il va disparaître. Il me reste seulement ceci. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ce terme-là. Et ici, je vais multiplier par psi 1. Psi 1, il est ici. Vous voyez, c'est ce terme-là. Je vais avoir 2 racines de 2. Donc, 2 sur racine de 2 multiplié par 1 sur racine de 2. Donc, ça va me faire tout simplement 1 sur... c'est 1. Pardon. Qu'est-ce que je fais? Donc, ici, je vais avoir 2 racines de 2 multipliées par 2 sur racine de 2 multiplié par 1 sur racine de 2. Ça va me donner 1. La même chose, 2 racines de 2 multiplié par 2 sur racine de 2 multiplié par 1 sur racine de 2, ça va me donner 1. Et le troisième terme est nul, donc je vais obtenir un 0. Donc là, la somme des deux, ça va me donner 1, 1, 1, 1, ça va me donner 0, 0. Et le moins 1, moins 0, ça me donne moins 0. Maintenant, je normalise. Donc toujours, c'est des produits scalaires. Et donc, les valeurs sont des valeurs scalaires. Je normalise ici. Donc, pour normaliser le psi 3, qu'est-ce que ça va me donner? 0, 0 au carré plus moins 1 au carré. Donc, ça me donne un 1. Et donc, le psi 3, c'est égal exactement au psi prime 3. Donc, ça, c'est la troisième fonction de base. Je la représente sous cette forme. Pour le quatrième, donc j'effectue de la même manière qu'auparavant. Je remplace le S4 de 4. Ici, le psi 1 sur psi 1, donc c'est exactement comme tout à l'heure, c'est moins 2 sur racine de 2 psi 1. Pour le deuxième, c'est 0. Et pour le troisième, c'est 1 moins 1. Et donc, si je fais le calcul, je vais avoir un psi prime de 4 qui est égal à 0. Donc, ça veut dire que les fonctions de base sont au nombre de 3. Donc, je suis dans un espace tridimensionnel. Généralement, on dit que les bases ne sont pas uniques. On peut obtenir un autre ensemble de signaux de base.
en changeant l'ordre des signaux appliqués à la procédure de Gram-Schmidt. Donc, on peut avoir autant de signaux de base que l'on veut, mais lorsqu'on a les signaux de base, obligatoirement, la représentation, elle est unique du signal. Donc, ici, un exemple. Si vous prenez l'exemple précédent, changez l'ordre des SI et essayez de trouver, donc, par les calculs identiques à ce qu'on a fait tout à l'heure, un ensemble de signaux de base. Remarque, dans certains cas, on peut extraire les signaux de base par expérience sans suivre la procédure. Donc, de façon intuitive, très rapidement, on peut le faire. Donc, dans l'exemple, on a 3 intervalles de temps pour les signaux, donc 3 bases orthonormées. On l'a vu, donc de 0 jusqu'à 3, donc 3 intervalles de temps, donc 3 bases orthonormées. Pour chaque intervalle, l'unité de temps peut définir des bases orthonormées qui ont une énergie unité, donc égale à 1, dans cet intervalle. Leur nombre est égal à 1. Et 0 dans les autres intervalles, donc ça, il faut toujours s'assurer que la norme est égale à 1, et bien sûr, l'orthogonalité pour les autres signaux de base. Une solution intuitive, elle est donnée par ces 3 vecteurs. Donc, vous voyez, les 3 vecteurs sont disjoints. Ici, on a de 0 à 1, ici de 1 à 2, ici de 1 à 3. Donc, automatiquement, si je fais le produit scalaire 2 à 2, de ces 3 fonctions ψ1, ψ2 et ψ3, obligatoirement, je vais obtenir des zéros. Parce que ici, si je prends l'exemple de ces deux, 1 multiplié par 0 plus 0 multiplié par 1. Donc, ça me donne 0. La même chose ici. Si je fais ce produit par ce terme-là, donc 1 multiplié par 0, plus 1 multiplié par 0 ici. Et donc, ça me donne 0. En termes de normes, donc la surface de ces 3 rectangles, elle est égale à 1. Donc, j'ai l'amplitude égale à 1, la durée qui est égale à 1, donc le signal a une norme qui est égale à 1. Si on revient maintenant au cours, donc une fois qu'on a vu donc, ce rappel des concepts de vecteurs, on va développer donc l'idée de signal comme étant un vecteur multidimensionnel. Donc toujours, le signal est compris comme un vecteur multidimensionnel. Donc les fonctions de base, on les a vues, et même durant vos études, vous les avez tout le temps utilisées, surtout à partir du bac. Donc on les a toujours vues, cette représentation. Donc les premières fonctions de base qu'on connaît, c'est l'exponentielle. Donc l'exponentielle, elle a un module qui est égal à 1 et les différentes valeurs pour m donc, sont toujours orthogonales. Elle peut s'écrire aussi sous forme d'un développement en cosinus et en sinus. Et le cosinus et le sinus aussi forment une base. Et donc, c'est des fonctions de base. Elles sont orthogonales. Le cosinus et le sinus sont orthogonaux entre eux. Et leur module, ou bien leur norme, elle est toujours égale à 1. Donc, des signaux représentés par des fonctions de base, donc ils sont orthonormés et bien sûr, ils sont représentés de façon unique pour cette base-là. L'exemple de l'exponentielle, je prends un vecteur, donc sa projection sur l'axe en quadrature me donne la sinus, sa projection sur l'axe des x me donne donc le cosinus. Supposons un ensemble de signaux qui comprend m signaux, donc S1 de 1 à m, donc SI de t avec i est égal de 1 à m. La représentation géométrique d'un signal permet de décrire le signal comme étant une combinaison linéaire de n fonctions de base. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, SI de t. Là, on a changé, disons, le SIJ par le AIJ. Donc ici, c'est les projections de SI de t sur les fonctions de base où i prend les valeurs de 1 à m avec un intervalle de 0 à t. Les conditions sur les fonctions de base sont les suivantes. Donc, il faut que l'espace E des fonctions de base soit un espace vectoriel. Donc, quelle que soit la fonction psi i ou psi j, si elles appartiennent ou s'ils sont inclus dans l'espace E, toute combinaison linéaire de ces deux fonctions appartient aussi à cet espace E. Pour que la représentation soit conforme, les fonctions de base doivent être mutuellement orthonormées, surtout orthogonales, mutuellement, et elles doivent être normées, donc leur norme devrait être égale à 1. Mathématiquement, on l'écrit sous cette forme-là. Donc les différentes fonctions de base psi i, psi j
Donc, elles sont égales au symbole, à delta ij, qui est le symbole de Kronecker. Donc, elles sont égales à 0 si elles sont différentes, donc si les deux fonctions de base sont différentes. Et donc, si i est égal à j, donc c'est la même fonction, donc là, on cherche la norme. L'orthogonalité, donc c'est très important comme règle. Il faut que l'une des fonctions de base, il ne faut pas qu'elle soit donc la combinaison linéaire des autres fonctions de base. Ça veut dire qu'il n'existe pas de coefficient AK tel que la somme de AK figurien est égale à 0. Donc ça, c'est assez important. Géométriquement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre 3 fonctions, par exemple, ici, et ces fonctions de base sont orthogonales, elles permettent d'éliminer les redondances. Donc là, on a une description qui est unique. Les composantes d'un vecteur signal, chaque signal a besoin d'un nombre 1 GJ, donc composante, pour être représenté par un vecteur. Ces nombres A et J sont des valeurs de projection donc de chaque signal sur la fonction de base correspondante. Et donc les A et J, c'est le produit scalaire de SI par SJ, donc c'est la projection de SI sur le psi-J, et c'est exprimé sous cette forme-là avec une intégrale. Donc si j'ai un SI, si je fais sa projection, j'obtiens le A et J. Donc c'est la projection de SIJ sur le psi-J. Dimension de l'espace d'un signal. Combien de fonctions de base a-t-on besoin pour exprimer un signal? Donc cela dépend de la dimension du signal. Donc certains signaux n'ont besoin qu'une fonction et d'autres peuvent avoir besoin d'un grand nombre de fonctions. Le nombre m de dimension est toujours inférieur au nombre m de signaux dans l'ensemble des signaux, toujours n inférieur à m. On va arrêter donc ce cours et on reprendra dans la prochaine séance.